Nous y sommes. Dans 24 heures, la fête du mondial aura commencé et vous vivrez d'ailleurs une nuit brésilienne non-stop sur Europe 1 de 18h30 à 9h vendredi matin. Nicolas Poincaré et Thomas Soto seront sur place à Rio pour ce lever de rideau. Bonsoir Pascal Boniface. Bonsoir. On connaît votre amour du foot et votre passion pour les questions géopolitiques. Je donnerai tout à l'heure les références de votre dernier livre, Géopolitique du sport, qui vient de sortir. J'ai l'impression qu'avec ce mondial brésilien, vous allez vraiment être servi, parce qu'il y a à la fois la fièvre du foot et il y a la fièvre sociale dans ce pays où beaucoup de gens vivent encore dans la pauvreté. Il y a eu des manifestations encore ces derniers jours dans les grandes villes. Qu'est-ce que ça peut donner, ce cocktail foot et fronde sociale pendant un mois? Plus orgueil national du Brésil qui risque d'être mis à mal si les choses ne se passent pas aussi bien que prévu. Donc effectivement, la Coupe du Monde, c'est une formidable vitrine. Mais quand on a une vitrine et que l'arrière-boutique est un peu moins reluisante, ceux qui sont dans l'arrière-boutique veulent la montrer. C'est une caisse de résonance et contrairement à ce que trop de gens ont dit, le sport, le football n'est pas l'opium du peuple. Et au contraire, ceux qui ont des revendications à faire entendre ont profité de l'extrême visibilité, de l'énorme visibilité de la Coupe du Monde pour se faire entendre et pour faire valoir leurs revendications à la fois aux yeux des autorités et aux yeux du monde entier. Là, on a l'impression que la Seleção du Brésil a une pression énorme sur les épaules, parce que si elle ne va pas en finale, les Brésiliens vont lui en vouloir terriblement, et il y a vraiment un risque d'explosion du pays, quoi, d'inflammation. Pas d'explosion, mais il y a un risque vraiment de malheur national qui a déjà été vécu en 1950 lorsque le Brésil a perdu lors du dernier match qui était présenté comme la finale contre l'Uruguay. C'est vrai qu'à chaque Coupe du Monde, pour les Brésiliens, ce qui est normal, c'est que le Brésil la gagne. Et là, en plus, c'est à domicile. Il y a beaucoup d'attention qui est portée. Et donc, effectivement, il y aurait, je ne pense pas une explosion sociale, mais en tous les cas, vraiment une colère et un malheur, surtout, si le Brésil avait un parcours qui n'était pas à la hauteur des attentes des Brésiliens. Et la hauteur des attentes des Brésiliens, c'est la victoire en finale. Comment vous expliquez ces sondages récents dans lesquels on a vu que le sentiment anti-mondial dépassait les 60% chez les Brésiliens, c'est-à-dire ceux qui disent que l'organisation de cette Coupe du Monde à ce prix-là est une mauvaise chose pour le pays? Oui, alors c'est pas des sentiments anti-football, c'est des sentiments plus anti-gouvernement et anti-FIFA. C'est plus en fait l'organisation que le mondial en tant que tel, même si cela peut paraître un peu curieux de séparer les deux. Alors c'est vrai que pour une partie des Brésiliens, il y a une sorte de sentiment de désappropriation de la Coupe du Monde, parce que tout le monde ne pourra pas aller dans le stade, que les places sont chères, mais elles sont malheureusement chères dans tous les pays, et dès qu'un pays organise un événement sportif de ce type, il n'y a pas de possibilité que tout le monde y aille. Et puis aussi, les règles cette fois-ci de la FIFA, font que tous les vendeurs ambulants, tout le commerce informel, qui normalement profite d'un afflux touristique, ne va pas trop en profiter parce qu'aux abords des stades, seuls les sponsors officiels, seules les marques officielles de la FIFA pourront faire commerce. Donc tout ceci fait que, et puis surtout, c'est que ça vient au moment où le Brésil a obtenu l'organisation de la Coupe du Monde en 2007 lorsque il était sur une croissance forte, 4 à 5% par an. Là, c'est une croissance plus faible, 1 ou 2% par an, et c'est constitué une classe moyenne qui tout d'un coup voit ses perspectives moins agréables et moins brillantes qu'elle ne le pensait. Les fruits de Et cette voilà, croissance. et qui du coup se disent, comme d'autres pays se sont dit, nous sommes la 6e ou 7e puissance économique mondiale, mais on ne le voit pas forcément. Et surtout des gens qui auparavant n'avaient pas les moyens de contester, qui désormais les ont parce qu'ils ont accès à l'information, une information diversifiée, qui n'est plus le monopole d'un groupe privé ou du gouvernement, et donc qui se font entendre. D'autant que dans 2 ans, il y aura l'autre grand rendez-vous, toujours pour le Brésil, avec les Jeux Olympiques. Vous dites dans votre livre, Pascal Boniface, que malgré tout, les grandes équipes nationales, les grands joueurs de foot sont des éléments fédérateurs pour une nation, que ça aide les peuples à réaffirmer leur identité. Oui, je pense qu'on va le voir également au Brésil parce que on voit déjà que la tension sociale diminue et que les Brésiliens, à la fois continueront à se faire entendre, mais en même temps vont tous se liguer pour soutenir leur équipe. Et je pense qu'on va vivre ce même phénomène en France. On voit que l'équipe de France, nos Bleus, ont récupéré un soutien populaire, notamment depuis le match barrage-retour contre l'Ukraine le 19 novembre 2013 au Stade de France, qui avait disparu avec les événements pour le moins malheureux de l'Afrique du Sud. Et puis, on pourrait multiplier l'exemple par 32 finalement, parce que dans les 32 pays qualifiés,
La hauteur des espérances n'est pas la même, bien sûr, pour le Brésil, que d'autres pays espèrent sortir du groupe qualificatif, d'autres espèrent simplement faire bonne figure et ne pensent pas être qualifiés pour le huitième de finale. Mais dans chaque pays, c'est la fierté d'y être, la fierté de montrer le maillot et un soutien qui dépasse les clivages traditionnels. En France, les clivages politiques, religieux, même sociaux seront dépassés par un soutien global à l'équipe de France. Il en va de même dans les 32 pays qualifiés. Tout de même, est-ce qu'un Michel Platini qui dit aux Brésiliens oh, vos problèmes sociaux, pas maintenant. D'abord, on fait la Coupe du Monde et puis vous ferez grève après. Est-ce que c'est pas un peu la caricature d'un milieu qui a plus rien à voir avec le peuple? Si Michel Platini avait dit cela, oui peut-être, mais en fait, Michel Platini est toujours un peu dans la provocation. Et ce qu'il a dit de façon provocante, c'est vrai qu'il n'a pas la langue de bois, qu'il prépare... Alors. Oui, c'était maladroit, mais ce qu'il voulait dire, c'est qu'il vaudrait mieux pour tout le monde qu'il n'y ait pas, que le mondial soit pas gâché. C'est ce que vient de dire Dilma Rousseff, à sa manière, lorsqu'elle a pris la parole à la télévision mardi pour s'adresser au peuple brésilien. Parce que s'il y avait des matchs perturbés, ou une ambiance vraiment un peu violente, c'est pas seulement la Coupe du Monde qui serait perturbée, c'est l'image du Brésil pour les touristes par la suite, pour les investisseurs. Donc Michel Platini a parlé, disons, de façon provocante, comme il aime bien parler de façon provocante, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il n'y avait pas de problème au Brésil. Il a dit que ça serait mieux pour tout le monde que le mondial se passe sans contestation. Période, en bénéficier, et que pour l'image du Brésil, il y ait une image positive du Brésil par la suite. Pascal Boniface, quand on regarde l'affaire du Qatar, avec cette Coupe du Monde 2022 qu'on soupçonne d'avoir été plus ou moins achetée à la FIFA. Là, on est moins dans la fièvre du sport quand même que dans la fièvre des dollars et des euros et d'une certaine manière dans ce que vous appelez pudiquement la diplomatie sportive. Oui, alors il faut quand même se rappeler que lorsque l'Allemagne a obtenu la Coupe du Monde 2006, c'est l'Afrique du Sud qui devait l'avoir. Et un vote, notamment sous la pression d'une grande marque sponsor, a été changé au dernier moment. On a aussi beaucoup parlé de surprises lorsque les États-Unis ont été désignés comme puissance organisatrice en 1994. Pour les cas de corruption, il y a deux choses différentes. Il y a l'ancien président de la Confédération asiatique de football, le Qatari Bin Hamad, qui voulait devenir président et qui, visiblement, a largement arrosé et qui radiait à vie aujourd'hui. Il faudra voir, il y a une enquête de la FIFA pour cela, et donc là, il y a des accusations de corruption, non pas sur la candidature du Qatar pour Coupe du Monde 2022, mais sur un Qatari qui se présentait contre Sepp Blatter à la présidence de la FIFA. Ensuite, là, il y a une enquête qui va être faite très sérieusement et on verra si il y a des choses répréhensibles qui se sont faites. Je pense qu'aujourd'hui, un cas avéré de corruption ne pourrait plus passer inaperçu, ne pourrait plus rester caché très longtemps. Donc, on saura la vérité sur l'organisation de la Coupe du Monde 2022. Votre livre, Pascal Boniface, Géopolitique du sport, est paru chez Armand Collin. Ah bah oui, j'allais oublier votre pronostic pour l'équipe de France au Brésil. Comme tout supporter un peu superstitieux, je préfère ne pas en faire pour ne pas porter malheur à mon équipe favorite. Bon, on verra bien. En tout cas, ça commence dimanche pour les Bleus face au Honduras. Merci d'être venu, Pascal Boniface. Merci à vous.